L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de mes collègues Hugues Gonneau et Vincent Aubé cette semaine. Salut. Qui a vécu de belles aventures au Jeep Jamboree. Easter Jeep Safari. Merci de spécifier, Vincent. Bon, là, évidemment, on va revenir forcément sur le salon de l'auto de New York. Il y a eu quelques dévoilements. On s'attendait peut-être à un peu plus de nouveautés, mais il y en a eu quelques-unes qui ont été significatives. Hugues, tu me fais plaisir cette semaine parce qu'on va parler de l'AMC Pacer. Et oui. Une voiture que je possède en et plus. Oui, je sais. J'ai pas fait exprès du tout. Dans toute sa splendeur et sa brunauté. On va parler de Volvo qui vit une belle ascension en ce moment sur le marché canadien. Et puis, bon, évidemment, on va revenir sur des essais qu'on a réalisés. Vincent, tu vas nous parler de véhicules concept parce que c'est assez rare qu'on puisse se mettre à l'essai des véhicules concept, mais ça a été ton cas. Actualité, on parle évidemment des voitures qui ont été dévoilées à New York et je veux commencer forcément par le Nissan Kicks, qui est un véhicule d'importance pour Nissan qui bat de l'aile. On en avait déjà parlé. Nissan est en pente descendante. Les ventes ne vont pas très bien, même pour le Nissan Rogue qui est le véhicule à volume du constructeur. Ouais. Et ça prend un nouveau souffle. On sait que le Qashqai est disparu en 2024. Il reste encore quelques unités chez les concessionnaires en ce moment. D'ailleurs, on voit des pubs passer à gauche, à droite sur les réseaux sociaux de Qashqai invendus, mais c'est la fin pour le Qashqai. Et le Kicks se renouvelle cette année, mais devient essentiellement un Qashqai. On peut littéralement dire ça, parce que on va exploiter non seulement plusieurs éléments techniques du Qashqai actuel, incluant son moteur, sa transmission, mais le Kicks gagne en volume et sera offert en version à traction ou à 4 roues motrices. Donc, essentiellement, on vient remplacer l'actuel Qashqai qui était vendu sous le nom de Rogue Sport aux États-Unis avec un Kicks qui forcément va coûter plus cher que le modèle actuel. Ça, c'est évident parce que pour mettre les gens dans le contexte, le Kicks actuel, c'est le véhicule d'entrée de gamme de Nissan, peut-être avec la Versa. Ce sont deux véhicules d'ailleurs qui partagent les mêmes éléments techniques, mécaniques et structuraux. Et on sait que la Versa, ça aussi, ça vit sur du temps emprunté. Alors, la Versa disparue, le Kicks actuel disparu, on lance le nouveau Kicks qui va arriver au début de l'été chez nous. Il y a une sacrée belle gueule. C'est très européen comme design. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ça fait très Renault là, comme approche esthétique. Quelle surprise. Ah oui, c'est ça. Alors, moi, je trouve qu'il y a une bouille sympathique. Finalement, ça fait un petit peu plus, je ne veux pas dire premium, mais ça fait un petit peu plus... il y a des petits airs de Mini Countryman qui me plaisent un petit peu là-dessus par rapport au Kicks actuel qui fait un peu bon marché, qui avait vieilli, il faut dire. Alors, ça va faire du bien chez Nissan. On a besoin d'un produit comme ça. Mais en même temps, pour un constructeur comme Nissan, un véhicule comme le Kicks, c'est important, mais c'est pas là qu'on va chercher du gros profit, là. Non. Alors, peut-être que cette nouvelle motorisation puis cette montée en gamme va aider justement à faire augmenter un peu la marge de profit. On verra. Par rapport au Kicks actuel, c'est certain. Oui. Mais en même temps, c'est pas une nouvelle motorisation. C'est le même vieux 2 litres qu'on utilise depuis longtemps chez Nissan, qu'on commercialisait en Europe aussi sur certains modèles. Alors, hâte de voir ce que ça donnera au niveau rendement, mais il n'y a pas de nouveauté technique très impressionnante. Là, c'est plus à l'intérieur qu'on a mis des gadgets un peu plus à jour. Forcément, on n'avait pas le choix. Évidemment. Nissan n'a pas dévoilé l'Armada, à ma grande surprise, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais on a dévoilé quand même l'Infiniti QX80, qui est important pour le marché américain, peut-être un peu moins pour nous. Tu parlais de véhicules qui génèrent du profit. Oui. En voilà un. En fait, le QX80 de précédente génération en a généré énormément puisqu'on l'a vendu à l'échelle mondiale sous différentes nomenclatures et pendant 12-13 ans sans le changer. Oui, c'est Alors, c'est sûr que là, il commençait à être payant, mais ça prenait un véhicule qui consommait un petit peu moins que 20 litres au 100.
mettons que ça commençait à urger. Alors là, on arrive avec un V6 biturbo qui, évidemment, est une mécanique à jour, ce à quoi on s'attendait. Ça va être très intéressant comme véhicule dans le segment. Là, finalement, on sera compétitif avec les Escalade Navigator, surtout avec ce que Lexus vient de dévoiler tout récemment, le LX 600, qui est commercialisé depuis peu. Puis encore une fois, le Lexus LX, c'est pas un produit particulièrement important pour le marché canadien, mais vous dire à quel point ça connaît du succès aux États-Unis, c'est incroyable. C'est un véhicule qui se compare beaucoup avec des Range Rover. Il y a beaucoup de ce que les Français appellent du cross-shopping, hein, Hugues? Alors, il y a beaucoup de magasinage mélangé entre les acheteurs de Land Rover et de VUS de luxe Lexus, aussi drôle que ça peut se paraître. Alors, est-ce que Infiniti réussira ce pari-là? L'image de marque bat de l'aile un peu, mais le produit semble franchement intéressant. Et puis, attendez-vous à ce que le Armada qui va être dévoilé d'ici quelques semaines, quelques mois, ça soit exactement la même chose, mais avec une autre calandre. Puis avec moins de bébelles. Avec moins de bébelles. Puis moins de chrome aussi. Ben oui. C'est toujours, ça va toujours de soi. J'aime bien l'habitacle, par contre, du QS80. Ah, il est magnifique. Magnifique. Non, ils ont fait leur devoir. Là-dessus, chapeau. Mais en même temps, c'est encore un de ces produits plus fort que la marque elle-même. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit du Lincoln Navigator, c'est que c'est un produit qui est plus fort, plus convaincant que la marque elle-même. Alors, quand c'est un produit qui porte la marque et non pas le contraire, c'est un sérieux problème. Hein. En même temps, il faut commencer quelque part. Oui, mais ça fait longtemps qu'on essaye de commencer, là. Ouais. Ça fait longtemps. Ce qui n'est pas le cas de Genesis. Et là, on nous a pris par surprise chez Genesis. Vincent, t'as vu ce qu'on avait dévoilé. Oui. Parle-moi-en un peu, parce que honnêtement, c'est Genesis qui a raflé, qui a été la vedette du Salon de New York, là. On va prendre la balle au bon. On parlait de gros VUS 3 rangées. Ouais. Le concept Néo-Lune. Ouais. On me dit à l'oreille qu'on ne conservera pas ce nom-là. Oui. Qui serait d'ailleurs inspiré par les porcelaines coréennes. Oui. Je ne sais pas si c'est très important à D'où dire. la raison pour laquelle on ne gardera pas ce nom-là. Oui, voilà. Ça. Mais un véhicule, il faut deviner que ce produit-là utilisera les gènes du Kia EV9, de l'Ioniq 9 qui va être dévoilé très prochainement. Ioniq 7. Qu'on dit vouloir rebaptiser Ioniq 9. Ah. Alors là, on verra pour la suite. Puis c'est pour ça que j'ai dit Ioniq 9, parce qu'on a annoncé récemment qu'on changeait le nom. Ben, ça fait du sens parce qu'on pourrait peut-être baptiser le Genesis GV90. On verra. On spécule. C'est plus facile à dire que Néo-Lune. Oui. Ça, c'est sûr. Mais toujours est-il que l'étude de style est vraiment réussie. L'habitacle est à couper le souffle sur ce produit-là. Quoique un peu spatial. Oui, mais... Ils en ont mis un peu trop, mais... Ouais, mais comme c'est un tout véhicule bon concept. Ouais, c'est vraiment un regarde. concept. On n'est pas très proche de la production encore. Et comme si c'était pas assez, on a dévoilé la division, ce que sera la division de performance de Genesis au cours des prochaines années. Et, surprise, il n'y a pas de Line dans le nom, parce qu'on est bon pour avoir des R-Line, des S-Line chez plusieurs constructeurs, là, mais là, on est allé avec un nom qui s'appelle Magma. On a présenté différentes variations de produits habillés à la façon Magma, donc couleur orangée, couleur de lancement, mais avec un look beaucoup plus sportif que ce à quoi on nous a habitués jusqu'à maintenant. Dont le concept GV60, qui a été présenté à New York pour la première fois, là, qui est vraiment plus des ailes élargies, des jantes 21 pouces, très agressives. Ça look. Ça look, exactement. C'est très beau. Alors, moi, j'ai toujours été un petit peu sceptique face à l'approche de Hyundai qui voulait se la jouer sportive avec justement le N-Line et la lettre N. Je trouvais que sur le plan stratégique, c'était plus ou moins ça.
Mais là, on a une idée... c'est assez clever, le nom. Ouais, je pense qu'on a une idée réussie. Ça dit très, très bien ce que ça veut dire. Voilà. Et pour aller se battre contre les divisions de performance ou les modèles de performance qu'on va retrouver chez Acura, bon, les types S, nommez-les, là. Les M. C'est ça, les M-Line, S-Line, AMG, Wannabe, là, parce qu'il y a de plus en plus de badges AMG sur des véhicules qui n'en méritent pas. Alors, je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez bien. Fait que ça a été l'annonce de Genesis. Une belle surprise, mais qui n'en était pas nécessairement une, c'est la Kia K4. Ça se dit moyen bien en français, la K4, mais ça vient remplacer la Forte, qui est la berline compacte de service depuis 2010, essentiellement, chez Kia. On l'a rebaptisé pour uniformiser les nomenclatures à l'échelle internationale, parce que c'est un nom qu'on utilisait déjà. Mais cette berline-là, qui me semble très volumineuse d'ailleurs, on est loin d'une compacte, là, en ce qui me concerne. En fait, sa job, c'est aussi de remplacer un petit peu ce que nous, on appelait l'Optima, mais qui est la K5 à l'échelle mondiale. Ouais, donc, elle a une double job. Elle a une double job. En fait, on avait la K5 depuis quelques années, qui est disparue du marché pour 2024 chez Kia au Canada, mais qui demeure sur le marché américain, parce que chez nous, les intermédiaires ne se vendent plus. On aime mieux acheter des compacts qui sont en réalité des intermédiaires. Mais ça, c'est une autre histoire, parce que quand tu stationnes une Elantra à côté d'une Sonata, tu te demandes vraiment laquelle est la plus volumineuse. Mais le marché est rendu là, c'est-à-dire que les berlines compactes sont de véritables intermédiaires aujourd'hui, ce qui fait en sorte que chez nous, au Canada, les intermédiaires deviennent, je ne veux pas dire impertinentes, parce qu'il y a encore de très, très bons produits convaincants dans ce segment-là. Je passe à l'Accord, à la Camry, à la Legacy, qui va tirer sa révérence prochainement, mais qui est encore une voiture intéressante. La Sonata, même. La Sonata, effectivement, qui adopte le 4 roues motrices cette année. Mais c'est un segment qui est en dégringolade, alors que les voitures compactes, là aussi, ça se vend moins que dans le passé, mais il y a encore du volume. Il y a encore un volume très intéressant. Et Kia, je pense qu'avec cette voiture-là, qui a un look, je dirais pas polarisant à la Hyundai Elantra, mais quand même audacieux. C'est utilitaire. Oui. C'est assez agressif avant-arrière. Il y a une signature qui rappelle le V9 un peu derrière. Puis il y a même des bas de caisse noirs avec des contours d'ailes noires. Ouais. Alors regardez, là, c'est presque une berline Outback. Là. On joue, c'est ça. Style réalisé par Karim Habib. Oui. Qui a grandi à Montréal. OK. Cette information-là m'avait échappé, mais en fait, quand j'ai regardé la voiture la première fois, je me suis demandé si c'était un haillon. Et semble-t-il que non, c'est une berline traditionnelle avec probablement une ouverture de coffre très réduite de par le design de la partie arrière. Mais on a aussi dévoilé une version hatchback qu'on n'a pas vue officiellement, qu'on a vue en sketch. Reste à savoir si ça va venir chez nous, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, la Forte 5, qui est vendue au Canada, n'est pas offerte sur le marché américain. Alors, c'est une voiture qui nous est exclusive. Comment est-ce qu'on jouera cette prochaine génération-là? Assez intéressant de voir ça. Alors que la K4 hatchback a été confirmée aujourd'hui pour les États-Unis. Fait que c'est comme le monde à l'envers. Oui, mais on ne sait pas encore si ça vient chez nous. On n'a pas eu la confirmation. On verra. Puis, je ne serais pas surpris qu'on nous dise, nous, on préfère mettre l'emphase sur le Seltos. Ça ne serait pas une énorme surprise. Ne pleure pas, Hugues. C'est la réalité du marché automobile d'aujourd'hui. C'est comme ça. N'empêche, la version hatchback, elle est très belle. Côté mécanique, il n'y a pas de surprise. C'est le 2 litres 147 chevaux, là, le moteur nu, qu'on a depuis très, très, très longtemps, qu'on a aussi dans l'Elantra. Donc, frugal et peu performant. Et pour ceux qui veulent en avoir un peu plus, moteur 1.6 turbo, mais qui, cette fois, est jumelé avec une automatique 8 et non pas une boîte double embrayage. Alors ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Là. Oui. Très bonne nouvelle. Mais pas de possibilité de boîte manuelle. Mais dans ce segment-là, on n'est pas étonné. Il n'y a plus personne qui en achète. Voilà. Hyundai, qui a dévoilé les Tucson et Santa Cruz 2025, évolution par rapport à ce qu'on connaît. Et la déception pour moi, c'est le fait qu'on continue au Canada de n'offrir que le moteur 2.5 turbo avec la boîte double embrayage dans le Santa Cruz, alors que les Américains ont droit à un moteur
atmosphérique qui fait un travail pas mal plus intéressant en ce qui me concerne et qui permet d'en réduire la facture de façon considérable. C'est un peu comme si on n'avait pas le goût d'en vendre au Canada des Santa Cruz. Puis la vérité, c'est que c'est pas si populaire que ça. Pas du tout. Parce que c'est cher et parce que la motorisation est mal adaptée, tout simplement. Alors, je me serais attendu à ce qu'on arrive avec autre chose ou avec ce qu'on propose aux Américains depuis le début. Mais non, semble que Hyundai Canada n'est pas allé en ce sens-là. Mais tu l'as dit, Antoine, c'est le prix. Puis face au Hyundai Santa Cruz, on a un Ford Maverick qui est beaucoup plus intéressant. Oui, mais ça non plus, ils n'en ont pas. Non, mais... Va-t'en chez Ford demain matin puis demande pour avoir un Maverick hybride. Oui, bonne chance. Est-ce qu'on peut vous proposer un F-150, monsieur? Oui. C'est ça. Mm-hmm. Bon, sur un autre ordre d'idée, on reste chez Hyundai. On a dévoilé le prix de l'Ioniq 5. Alors, on a entendu... N. Alors, on a entendu Gabriel nous vanter les mérites et les qualités dynamiques de cette voiture électrique. Puis moi, tu sais, bien que Gabriel m'ait semblé très enthousiaste à l'idée, moi, j'ai hâte de voir à quel point je vais avoir du plaisir au volant d'une voiture qui pèse plus de 2 tonnes puis qui est 100% électrique sur un circuit. Je ne sais pas comment jauger ça. Je ne sais pas à quel point cette voiture-là va m'impressionner, mais je peux déjà dire qu'à 80 000 c'est non. 80 000 bon, évidemment, non admissible aux subventions. Non. Parce que, comme la Kia EV6 GT, en fait. Comme la Mustang Mach-E GT. Oui, bien là, elle est rendue, le Mach-E GT est rendu admissible parce qu'on n'arrête pas de baisser les prix. Ah oui. Écoute, là, on est à la veille de les donner. Là. Si la tendance se maintient, d'après moi, on va vendre ça le prix des usagers dans pas longtemps parce que ça n'a pas de bon sens, la dégringolade. Mm-hmm. Je salue un ami personnel, André, qui, lui, a acheté un Mach-E GT au plus fort prix. Avait payé 92 000 pour son Mach-E GT, doit encore 50 000 sur le véhicule. Alors, heureusement, il a déjà payé beaucoup sur le véhicule et il est au garage, le véhicule, au mois. C'est pas compliqué, là. Et là, il s'est tanné. Il est allé s'acheter cette semaine une V60 T8 hybride rechargeable pour remplacer le Mach-E parce qu'il était tanné. Et le concessionnaire Volvo lui offrait 26 500 $ pour son Mach-E. Ouch. Un modèle 2022. Alors ça a été payé plus de 90 000 $ et on lui offre 2 ans après à peine le quart de ce qu'il a payé. Ça s'appelle la dépréciation. Oui. Ça fait mal. Sauvage. Alors, ça a c'est été plus le de la dépréciation. Oui, sauvage. Sauvage. Pour un véhicule qui est toujours au garage en plus. Donc, pour un véhicule qui est toujours au garage qui est toujours au garage et duquel il est totalement insatisfait. Alors ça n'a absolument aucun sens. Et moi, j'ai l'impression que ces bébites de performance-là qu'on essaie de nous vendre à très fort prix vont manger des volets au niveau dépréciation. Et même l'Ioniq 5N, parce que l'Ioniq 5 est une voiture adulée, recherchée. Là, on commence à avoir de l'inventaire, cependant. Là. Mm-hmm. Mais même l'Ioniq 5N, selon moi, est une voiture qui n'attirera pas les foules et qui risque... Ça va attirer les curieux. Moi, je pense qu'il va y avoir des curieux. Les premières critiques en Europe ont été absolument dithyrambiques. Oui. Je pense que des amateurs de golfers, de choses comme ça, à un moment, vont être poussés vers ça. Et puis... même si ça pèse 1000 livres de plus, là. Ouais, mais t'as 641 chevaux. Mm-hmm. Je comprends. 641 chevaux, là. Avec un mode drift, avec des sièges de performance, avec des changements de vitesse. Le rapport poids-puissance, t'as un torque, t'as un couple instantané, il y a tout. Je veux dire, regarde, je te dis pas que la voiture va se vendre comme des petits pains chauds, mais je pense qu'elle risque fortement d'avoir un petit cult following assez solide. Là. J'ai très hâte de voir ce que ça va faire parce que, évidemment, on s'attendait à mers et mondes de la Taycan, par exemple, lorsque c'est arrivé. Puis il y a eu un petit engouement au début qui s'est rapidement effondré. l'e-tron GT n'a même pas eu droit à ça. Depuis jour 1, il n'y a pas d'intérêt. Là, tu vas me dire qu'on est dans un autre segment, mais tout ce qui s'appelle électrique de performance, ça attire
quelques rares enthousiastes. De toute façon, Hyundai compte pas en vendre des millions non plus. Hein. Non, je pense pas. Mais on souhaite quand même en faire un Halo Car. Oui, mais je pense que c'est ça qu'ils vont réussir à faire. C'est de la preuve, on en parle, alors que c'est un modèle qui est quand même sur le marché depuis quelques années. Mm-hmm. Ils arrivent à faire un truc quand même, ça fait de la belle image, ça se moque les pneus comme ça se peut même pas. Ouais. C'est parfait pour eux, je veux dire. Puis bon, en même temps, moi, j'aime beaucoup le contraste de dire « Ah oui, on roule électrique pour sauver la planète, mais on brûle des pneus à fond la caisse. » Ça, j'adore ça. Le mode drift. Et quand tu dis tu dis que les ingénieurs ont travaillé le mode drift pour que ce soit vraiment efficace. Là, mais je pense que de toute façon, pour eux, c'est aussi de la R&D et c'est une façon d'amortir leur R&D parce que de toute façon, on s'en va vers les systèmes électriques qui vont supporter des puissances plus importantes. Donc, eux, c'est toute la gestion des flux d'énergie, des choses comme ça. Donc, sortir un véhicule comme ça, même en termes de R&D, de développement, ça a de l'intérêt. Mais je pense pas qu'Hyundai, effectivement, à $80 000, ils vont pas en stocker des milliers, hein, c'est sûr. Non, c'est ça. Non. BMW, de son côté, il y a quelques semaines, je vous ai parlé du nouveau X2 de la Mini Countryman 2025 que j'ai pu mettre à l'essai. Au moment de ces essais-là, de ces dévoilements-là, on nous avait présenté à huis clos le Vision Neue Class X, qui est dans le fond la prochaine génération de l'équivalent au X3, mais en 100% électrique chez BMW. On avait dévoilé l'édition berline l'an dernier, qui est totalement réussie sur le plan esthétique. Je pense que c'est la même chose pour ce pendant VUS. Il faut s'attendre à ce que ce VUS-là arrive peut-être même un peu avant la berline. Évidemment, on nous a pas présenté de données techniques spécifiques, quelle sera l'autonomie, quelle est la taille de la batterie, etc. Mais l'étude de style vient montrer que BMW veut avoir une gamme de véhicules électrifiés dédiés et veut aussi conserver ce qui a fait leur succès depuis toujours, donc les séries 3, les séries 5, etc. Et bien évidemment, toute la gamme de VUS qu'on fabrique du côté de Spartanburg aux États-Unis. Alors, c'est pas parce qu'on lance des versions électrifiées que les modèles à essence vont disparaître. Au contraire, ces deux véhicules-là, ces deux technologies-là peuvent cohabiter. Oui. On veut faire cohabiter les technologies dans des voitures traditionnelles comme la série 3 en offrant de l'essence, du diesel, de l'hybride rechargeable, qui plus est peut-être du 100% électrique, mais on veut aussi avoir du 100% électrique dédié. Et ce concept-là qui nous a été dévoilé, honnêtement, au niveau de l'aménagement, au niveau des idées, au niveau du design d'ensemble, j'ai trouvé que c'était totalement réussi. C'est en tout cas beaucoup mieux que les dernières horreurs que la marque a pu présenter, comme le BMW XM. Et ils ont été assez humbles pour nous avouer, pour admettre que les designs qu'on avait présentés ces dernières années n'avaient pas fait l'unanimité et qu'on avait écouté, qu'on avait corrigé la situation. Non, puis en fait, ils ont essayé d'aller en avant, ils ont sorti des trucs vraiment monstrueux. Et en fait, c'est en revenant en arrière, c'est en repuisant dans le passé, en recherchant des lignes simples, en revenant au basic qu'on fait le succès de la marque. Et tout d'un coup, les gens sont comme « Waouh, c'est super beau !» Ouais, mais c'est à peu près la même chose qu'il y a 60 ans. Ouais. 60 ans, et voilà, oui, c'était beau il y a 50 ans, donc il n'y a pas de miracle. Tu sais, les plus belles séries 5 en ce qui me concerne, c'est ce qui a été commercialisé au début des années 90. Les séries 3, c'est peut-être la même chose aussi. C'était des voitures qui, à l'époque, étaient considérées peut-être comme audacieuses, mais qui, dans les faits, avaient des lignes toutes simples. Et on va se réinspirer aujourd'hui de ces voitures-là. La berline Neue... j'ai tellement de la misère avec ce nom-là. Là, qui ne restera pas, c'est à peu près ça. Non, ça, c'est assez évident. Mais la berline, avec son museau inversé, s'inspire directement du type de design qu'on avait dans les années 80-90 chez BMW. Là. Même dans les années 60, parce que c'est la Neue Class des années 60 qui sert de point de départ. Ouais. Donc là, c'est un petit patchwork d'inspiration des années 60, 80, 90. On revient à des trucs plus épurés, surtout, parce que si tu te souviens, le concept XM qui était sorti en 21 ou 22, il y avait des lignes partout. Ça partait dans tous les sens. C'était un festival. Et on ne savait plus où regarder. Et là, tu sors ces deux concepts-là et tu fais « Ah, voilà !»
Ben, ça fait du bien. On Surtout respire. surtout que lorsqu'on regarde ce qui se passe du côté de chez Mercedes en électrique, où on a une belle gamme de toffee fondue au soleil. Les Jelly Bean qu'on appelle. Oui, c'est ça. Ford Taurus sort de ce châssis. Mais c'est tout sauf inspirant. Et même Mercedes l'a admis. Là, on va retourner à la table à dessin. Puis on va éliminer, on va éliminer ça, les EQ, ES, nomme-les, parce que, premièrement, ça amasse la poussière dans la cour des concessionnaires. À travers le monde, pas la clientèle aussi. Pas juste en Amérique du Nord, c'est à travers le monde. Oui, c'est ça. Ça ne connaît pas le succès escompté. Et c'est en grande partie en raison de ce design un peu insipide. Bon, aussi en raison des prix qui n'ont pas d'allure. Là. Tu ne peux pas demander 125 000 pour une EQE Berlin 53. Là. Ouais. Peu importe. Là. Mm-hmm. Les prix n'ont aucun bon sens. Une Berlin EQE de base stationnée à côté d'une Tesla Model 3 n'a pas d'argument en sa faveur et coûte 35 000 $ de plus. Et là, on n'a pas mis d'option dedans. Alors une autonomie inférieure. Oui, c'est ça. Fait qu'on n'est absolument pas là. Très hâte de voir ce que BMW va proposer comme technologie, comme autonomie, comme puissance, comme rendement énergétique aussi. Mais j'ai l'impression qu'on a travaillé très fort à ce niveau-là. 6e génération du système eDrive. Oui, exactement. À suivre. Le guide de l'auto. Hugues, on parle d'un succès phénoménal cette semaine. On parle de l'AMC Pacer. Pour ceux qui ne voient pas la voiture dans leur tête et qui ont vu le film Wayne's World, c'était la Garth mobile. Exactement. Alors, cette voiture-là a été significative pour l'industrie automobile américaine dans les années 70, mais il y a une histoire fascinante qui l'entoure. Absolument. Là. Alors la question, c'est qu'est-ce que vous faites pour concurrencer un rival qui a les poches beaucoup plus profondes que vous? C'est-à-dire n'importe qui. N'importe qui d'autre. American Motors, dans ce temps-là, c'était... Son surnom, c'était le 4e des 3 grands. Donc ça en disait déjà pas mal. Ou au Québec, on appelait ça le American Bâtard. Ah oui, intéressant. En fait, dans les médias, on fait de la contre-programmation, une approche qui consiste à ne pas s'attaquer directement face à des émissions poids lourds. Chez AMC, on va développer la philosophie de la différence, qui consiste à trouver des solutions originales à moindre frais et lancer des produits suffisamment décalés pour ne pas affronter de face Ford, GM ou Chrysler. Ouais. Bon, mais dans quel contexte cette voiture-là a été imaginée? Alors, ça commence en 1971. La première crise du pétrole n'a pas encore eu lieu, mais déjà les nuages s'amoncellent sur l'industrie automobile sous la forme de nouvelles normes de sécurité et de pollution. Gerald Myers, le chef de développement produit pour AMC, réfléchit à l'avenir. Il pense qu'AMC peut redevenir le leader dans le segment des autos compacts et il envisage un véhicule avec un grand espace intérieur, une excellente visibilité, une bonne tenue de route et, pourquoi pas, un groupe motopropulseur révolutionnaire. Le projet Amigo est lancé. Les premières esquisses sont réalisées au studio de design avancé de Chuck Machigan. Ouais. Plusieurs idées sont évaluées, mais l'une se dégage rapidement du lot. On retrouve déjà à l'arrière les formes quasi définitives de la Pacer avec de larges surfaces vitrées. L'avant est par contre beaucoup plus court et plus plongeant avec, sur certaines maquettes, des phares escamotables. Ouais. Alors tout ceci est rendu possible grâce à l'utilisation d'un moteur compact, on va y revenir plus loin. Et ensuite, le projet passe au studio des véhicules compacts, dirigé par Bob Nixon, sous la houlette du designer en chef de AMC, Dick Tigg. Bon, ça se passe pas exactement comme on a voulu, notamment parce qu'il y a une compagnie qui s'appelle General Motors qui va couper les vivres à AMC. Exactement. Les problèmes vont s'accumuler. Premier problème, les avocats demandent que l'auto soit élargie et reçoivent des protections additionnelles en cas d'impact latéral, en prévision des futures normes de sécurité que le gouvernement envisageait, déséquilibrant les proportions du véhicule. Deuxième problème, la motorisation. AMC a choisi un moteur rotatif, une solution très en vogue au début des années 70. Puis il faut mettre la chose en contexte. Un moteur rotatif, à l'époque, il y avait NSU qui avait utilisé ça. Mazda l'utilisait depuis quelques années, mais c'était tout. Et il y avait plusieurs compagnies qui avaient acheté la licence en Europe. Ouais. Citroën, GM. Citroën dans la GS. Exactement, la GZ. Ouais. OK. Et donc, c'est un moteur qui est plus compact à puissance équivalente
qu'un moteur à 4 temps conventionnel, mais AMC n'a pas les moyens de développer toute seule cette technologie, alors elle s'associe avec General Motors. Ouais. GM avait acquis la licence Wankel en 1970 et avait commencé les études de moteurs à 2 et 4 rotors. AMC était censé installer un bloc de rotors, code RC2-206, sous le capot de la Pacer. Mais GM rencontrera d'importantes difficultés de développement, tant au niveau des émissions, de la consommation que de la fiabilité. Et quand il devint évident, courant 73, que GM ne pourrait pas fournir de rotatif à AMC, la marque dut se tourner en urgence vers son 6 cylindres, le 600 lignes de base, obligeant de redessiner et de reconcevoir toute une partie de l'avant. La cloison par feu fut modifiée pour pouvoir reculer le bloc classique au maximum. Le réglage des suspensions est aussi entièrement revu. Quant à GM, elle renonça officiellement au rotatif le 24 septembre 1974. Et ça devait aller dans les Vega, dans les Astres notamment. Là. Jusque dans les Corvettes. Mais le moteur absolument. Initialement avait été ou développé dans l'optique de mettre ça dans des voitures compactes. Tout à fait. Un moteur rotatif, par définition, c'est une mécanique qui est plus performante avec une plus petite cylindrée, mais qui a le désavantage de consommer beaucoup, consommer de l'huile aussi. Alors, ça ne rencontrait pas les normes qu'on voulait. Puis, évidemment, pour rendre ça fiable, c'est la pas évident. Consommation était énorme et la première crise du pétrole était passée par là. C'est ça. Donc là, tout était fini. Donc après le deuxième problème de la motorisation, troisième problème, la production. La production devait commencer à l'usine de Kenosha dans le Wisconsin dès août 1974, mais une grève obligea AMC à ne démarrer l'assemblage qu'en janvier 1975. OK. Bon, évidemment, cette voiture-là a été publicisée de façon très originale. On la vendait comme la grande petite voiture. Elle avait un design très audacieux, mais la voiture a été accueillie sur le marché de façon mitigée. Peut-être qu'on peut dire ça comme ça, là. La voiture est présentée au public le 28 février 1975 et là, la presse titrera soudainement c'est 1980. Il faut dire que l'auto a des proportions uniques pour l'époque. Ouais. Par rapport à la MC Gremlin qui est déjà sur le marché depuis 1970, elle est à peine plus longue, mais elle est beaucoup plus large, de 17 cm. Elle présente une large surface vitrée qui représente 37% de la surface totale de l'auto. C'est 50% de plus qu'une voiture équivalente dans la concurrence. La ceinture de caisse est tellement basse que les contreportes sont rehaussées pour le confort des occupants. Autre originalité, la porte passager est plus longue de 10 cm pour faciliter l'accès aux places arrière. L'espace intérieur est aussi un gros point fort de la Pacer. Ses codes d'habitabilité sont similaires à celles de la Cadillac Eldorado, qui est pourtant 1,35 m plus longue. Bon. Et pour en posséder une, je peux te dire qu'il y a énormément d'espace dans cette voiture-là. Absolument. Il y avait des publicités qui roulaient où on voit une Chevrolet Nova 75 rentrer dans une maquette, s'insérer dans la maquette de la Pacer pour montrer qu'on pouvait faire rentrer une voiture classique en largeur dans une Pacer. C'est dire s'il y a du volume. Mais le petit désavantage du 37% de surface vitrée, quand tu n'as pas de climatisation, c'est qu'il fait chaud là-dedans. C'est un four. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, cette voiture-là a été accueillie de façon assez spéciale. Les gens, certains adoraient, certains détestaient. Mais la mécanique de cette voiture-là ne faisait pas nécessairement l'unanimité parce que l'objectif d'une voiture compact, c'est d'être économique et le 6 cylindres en ligne, c'était pas exactement le cas. Ben non, parce que maintenant que le rotatif est parti, ils se retournent sur quelque chose qu'ils ont en stock et c'est un 6 cylindres 3,8 litres qui date de 1964 et qui développe seulement 100 chevaux. Il y a aussi un 6 cylindres de 4,2 litres qui développe 110 chevaux en option. Et tous deux bénéficient quand même de l'allumage électronique. Côté transmission, c'est pas super innovant non plus. Il y a une manuelle 3 rapports avec levier au volant qui vient de série, alors qu'une manuelle 3 rapports avec levier au plancher est disponible, ou une automatique à 3 rapports fournie par Chrysler. Aimerais-tu ça, Vincent, magasiner une voiture aujourd'hui et choisir entre un levier de vitesse à la colonne ou au plancher, 3 vitesses manuelles? Quoi, il n'y a pas de CVT? Non, il n'avait pas de ça. Et non. CVT avec un rotatif, ça existe-tu, ça? Je ne sais pas si techniquement ça se peut. Techniquement, oui, il n'y a pas de raison, mais a priori, je ne penserais pas. J'ai jamais vu ça, moi.
C'est assez criard. Hein? Oui. Ça doit être assez marrant parce que la CVT, là, il faut la calibrer pour aller chercher des tours, alors qu'en fait, elle est en général calibrée pour être relativement basse dans les rotations. En fait. Ça serait assez, comme tu dis, ça ferait du boucan pas mal. Ouais, c'est ça. Bon, donc c'est ça. Revenons aux 6 cylindres. Alors ensuite, techniquement, l'une des seules originalités de la voiture, c'est la direction à crémaillère. Ouais. Et pour obtenir les freins 10, la boîte automatique, la direction assistée, la barre anti-roulis à l'avant, tout ça, c'est de l'option. Et comme tu disais, autre option indispensable, la climatisation. Le prix de base était de 3 995 $. Il y a un groupe optionnel X à caractère sportif, faut vite le dire avec les guillemets, qui offre des sièges baquets, un levier de vitesse au plancher, un volant sport, de l'insonorisation additionnelle, des roues à 5 branches et la barre anti-roulis à l'avant. Il y a aussi un groupe optionnel Deluxe, DL, qui donnait droit à des baquets inclinables avec un tissu exclusif, une finition au faux bois du volant et de la planche de bord, un tapis de coffre, l'ensemble des corps et de l'insonorisation additionnelle. Bon, la voiture va relativement bien se vendre au début, mais les ventes vont rapidement s'estomper. C'est ça. À la présentation, les clients se précipitent en concession et AMC doit revoir à la hausse ses capacités de production. À la fin du millésime, la marque a fabriqué 72 158 exemplaires, ce qui est pas mal du tout avec une arrivée tardive sur le marché. Et en fait, la marque n'arrive pas à répondre à la demande. La crise du pétrole avait heurté de plein fouet AMC et l'introduction de la Pacer avait coûté cher à la compagnie, qui connaîtra des pertes importantes en 1975. Mais avec un tel succès entre les mains, les dirigeants d'AMC se disent que le retour à la rentabilité sera rapide, puisque là, la voiture part. Puis on est en 1975, ce sont les dernières années de la Gremlin. On est en train de travailler sur ce que deviendra la Spirit. Les autres modèles vieillissent essentiellement. Là. Tout est vieux chez AMC à cette époque-là. Pas mal. Ouais. Et alors, au départ, la production en 1976, elle monte, 117 244 exemplaires, mais en fait, c'est dû à la forte demande de l'année d'avant qui n'avait pas été comblée. Ouais. Et dans les faits, le trafic, déjà dès 1976 dans les salles de montre, est en baisse et les ventes commencent à s'en ressentir durant et à la fin du millésime. Bon, 77, 78, 79, il y aura des évolutions, des changements esthétiques, l'arrivée d'une version familiale aussi, à 2 portières, là, mais familiale quand même. Exactement. Elle arrive dès le millésime 77. Elle offre un porte-à-faux arrière allongé de 10 cm, ce qui permet de faire passer le volume de chargement de 835 à 1354 litres. Les versions familiales de luxe ont droit à des appliques en faux bois. La familiale deviendra instantanément plus populaire que le coupé, et ce jusqu'à la fin de la carrière de la Pacer. Autre nouveauté, le 4 litres 2 disparaît et les moteurs restants sont donnés pour 88 et 114 chevaux. Les freins 10 deviennent standards et une sellerie Levi's est disponible en option. AMC testera un temps des versions avec le 4 cylindres Audi monté dans les Gremlins depuis 1977, sans succès parce que l'auto était beaucoup trop lourde pour le moteur. Oui, absolument. Malgré les nouveautés, la production prend un sérieux coup, 58 254 exemplaires. Et là, AMC en 77 commence à être dans une situation financière difficile et on commence un petit peu à évoquer la disparition de la marque. 1978 marque l'arrivée du V8 de 304 pouces cubes. Je ne sais pas quelle version tu as, toi. Moi, c'est 6 cylindres en ligne. D'accord. C'est ça. V8 304 pouces cubes, 230 chevaux, nouvelle calandre agrandie justement pour accommoder le V8. La gamme est simplifiée. Les versions DL deviennent le modèle de base. Le groupe X est remplacé par un ensemble sport. Et les ventes continuent à dégringoler littéralement puisqu'il n'y a que 21 231 exemplaires produits avec seulement 2514 V8. Donc ça, si vous êtes un amateur de Pacer, ça va pas être facile d'en trouver une avec un V8. Surtout un modèle 1980, parce qu'en 1980, les productions, ça s'est compté par quelques... Non, on va y venir. OK, on n'est pas encore là. 80, c'est l'année... Moi, c'est un modèle 79 que j'ai, familial. Et évidemment, comme tu l'as dit, la familiale avait été plus populaire que la version hatchback traditionnelle cette année-là, puis pour les quelques années qui précédaient. Mais dans l'esprit, dans l'imaginaire des gens, c'est la bulle ronde qui a été beaucoup plus populaire. C'est la première arrivée. Puis à toutes les fois, les gens me disent « Ah, c'est la première fois que je vois une Pacer familiale ou de cette forme-là. » Et pourtant, pendant 4 ans, ça a été le modèle le plus vendu. Absolument. Mais les ventes étaient si faibles par rapport à la première et à la deuxième année. Je pense qu'ensuite, l'image qu'on a fait
persisté dans l'inconscient collectif de la Pacer, c'était la bulle. Ah ouais, c'est ça. La Garf Mobile, c'est pas une version familiale, c'est une version avec la bulle. Et il faut souligner que le distributeur de réglisse n'était pas offert de série. Absolument il n'était pas offert en option non plus. Ça, c'était l'imaginaire des producteurs de télé. Exactement. Donc là, on est rendu en 79. Ouais. Le 6 cylindres de base disparaît et le V8 ne développe que 125 chevaux. Le modèle de base devient l'ADL. Une version limited est ajoutée. Elle comprend l'intérieur en cuir, le confort électrique, le volant inclinable et la radio AM de série. Rien n'y fait, comme tu viens de le dire, la Pacer sombre, 10 215 exemplaires produits en 79. L'année 79 voit le début de l'association avec Renault. La Pacer n'intéresse plus personne chez AMC, à tel point que le millésime 80 s'arrête abruptement le 3 décembre 79, après seulement 1746 exemplaires produits. Okay. Donc, trouver un millésime 80, c'est quelque chose. Surtout une édition canadienne. Mais alors, ça, c'est très rare. La voiture qui était censée nous donner un avant-goût des années 80 ne connaîtra pas les années 80. Bon, alors, ça a été une voiture qui a fait jaser énormément. Oh là oui. Mais ça n'a pas été un success story. Non. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une belle curiosité. Absolument. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai acquise. Et voilà. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Bilan des constructeurs cette semaine, on parle de Volvo, qui est une division qui a eu beaucoup de misère pendant de longues années. On cherchait comment se distinguer, comment rivaliser avec les marques allemandes. À un certain moment donné, on ne savait même pas si c'était une marque considérée comme de luxe ou juste un peu premium. Il y a une nuance importante parce que il y a beaucoup d'acheteurs de Mercedes, d'Audi, de BMW qui achètent d'abord l'image de marque. Chez Volvo, c'est un peu moins vrai. On achète beaucoup la philosophie d'entreprise, on achète le produit, mais peut-être un peu moins l'emblème. Mais dans un monde où le luxe est de plus en plus compétitif, où il y a des marques qui vont très, très mal, on peut penser à Lincoln, à Infiniti, il y a aussi Vincent qui ferme son téléphone en direct à la télé, mesdames et messieurs. Mais il y a aussi des marques, c'est ça, qui vont très mal. Là. Bon, je l'ai mentionné un peu plus tôt, là, Infiniti, Lincoln, ça va pas très bien. Non. Je lisais récemment une chronique américaine sur le fait que Lincoln est en eau trouble sérieuse en ce moment aux États-Unis face à des marques comme Cadillac qui, elles, remontent la pente. Et c'est aussi le cas de Volvo. Et moi, je me suis demandé qu'adviendrait-il de Volvo considérant le fait qu'on avait Polestar dans les pattes. Parce qu'avec une marque comme Polestar qui vient un peu cannibaliser les ventes de Volvo, parce que les gens ne sont pas dupes, là, on sait que c'est la même affaire. Ouais. On le voit. En fait, au final, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que c'est Polestar qui souffre beaucoup plus du succès de Volvo que l'inverse. À preuve, les ventes au Canada en 2023 ont augmenté de 25% par rapport à 2022 dans un marché qui a augmenté que d'à peine 9%. Alors, c'est une augmentation significative. Bon, évidemment, c'est une très, très grande majorité de VUS qui ont été vendus. On a vendu sur 12 865 véhicules seulement 1484 voitures. Alors, ça vous donne une idée. Pas de surprise là. C'est même pas, c'est à peine 10% là, de vente de voitures versus les VUS. Et à l'échelle canadienne, c'est le XC60 qui était le plus populaire. À l'inverse, au Québec, les augmentations de ventes ont été encore plus fortes et ça s'explique forcément par le fait qu'on a eu le XC40 Recharge et le C40 Recharge admissibles à des crédits chez nous. Ça a été les produits les plus populaires chez Volvo. Et c'est d'ailleurs le XC40 qui a été le produit le plus populaire avant le XC60 au Québec versus le reste du Canada. On a vendu 4031 véhicules, 29,8% d'augmentation de vente par rapport à l'année précédente. Et ça représente, grosso modo, un peu plus de 30% des ventes de Volvo au pays. Volvo au Québec connaît beaucoup de succès, même si on a plusieurs véhicules qui sont très vieillissants. Là. Ouais. S60, V60, XC60, XC90. Ouais. XC90, ça n'a plus de bon sens. Là. Et moi, j'ai mis ça à l'essai. J'ai fait un essai prolongé de ce véhicule-là l'hiver dernier. Je peux vous dire qu'on n'est plus dans le coup. Là. Non, pas du tout.
Mais Volvo se défend bien en ce moment. Ouais, puis j'ai vraiment hâte de voir ce que va faire le X30. Parce que moi, personnellement, je suis pas un fan de Volvo du tout. Et le X30, je le trouve absolument fantastique. Ouais. Top Gear a fait un comparatif en Angleterre. Ils sont tombés sous le charme absolu. Ils ont trouvé ça fantastique à tous les niveaux. Et il est super adapté pour notre marché. C'est ce que notre collègue Dominique Boucher a constaté aussi. Là. Ouais. Mais ça va être... Moi, j'ai l'impression que ça va faire mal au XC40, qu'on va rebaptiser EX40, là. Mais j'ai l'impression que ça va faire mal à ce créneau qui est juste un peu plus gros, qui va forcément coûter un peu plus cher et qui, soudainement, va probablement paraître beaucoup plus vieillissant par rapport au EX30, qui est très rafraîchissant. Je trouve que le design est réussi. C'est très compact. C'est très... L'intérieur est minimaliste sans être pauvre. Mais comme les produits Volvo. Ils ont réussi à faire un truc vraiment bien foutu. Et comme je te dis, je suis pas du tout un fan de la marque. Et même là, je le regarde, je suis comme... Wow. Et pourtant, tu parles du XC40 ou du EX40. Je trouve que c'est un véhicule électrique. On parle de la version électrique surtout. Là. C'est un des véhicules électriques qui vieillit le mieux, je trouve. Il est encore pertinent, ce véhicule-là, aujourd'hui. Oui, absolument. Mais avec un EX30 qui va être moins cher, qui va être plus à la mode. Plus petit, par contre. Plus petit, puis qui va être très, très prisé dans les milieux urbains. Oui. Très hâte de voir ce que ça va donner. Sauf qu'on oublie un truc. Ce qui a fait la renommée de Volvo pendant 2 décennies, c'est les cross-country. Ouais. C'est la V60, la V70 qui est devenue la V60, là, c'est la V90. On a encore ça dans le catalogue chez Volvo. On a l'impression qu'on les oublie, ces voitures-là. Elles sont encore extraordinaires, mais vieillissantes. Et j'ai hâte de voir si Volvo va réussir à les faire perdurer dans le temps. Est-ce qu'il y aura de nouvelles générations de familiales cross-country qui vont ça va être difficile, lancées? Parce que développer ces véhicules-là aujourd'hui dans un marché où tout ce qui ressemble à une voiture est en train de rester collé. Mais ça a été l'image de marque. Et je sais, mais justement, c'est une véritable mutation. Hein. C'est des produits qui sont bons, pertinents, mais qui sont pas à la mode. Mais en même temps, ils ne sont pas à la mode pour l'instant. Si Subaru réussit avec l'Outback, pourquoi est-ce que Volvo ne réussirait pas avec les cross-country? On n'est pas dans le même segment, on est sur un segment un peu moins cher où c'est peut-être plus facile de vendre des véhicules dans cette gamme de tarifs-là. Mais moi, c'est mon cœur d'enthousiaste automobile qui parle. Ah, mais je comprends. Moi, je te rejoins complètement. J'adore cette formule automobile-là. Je trouve que Volvo a toujours... Bon, d'abord, ils ont été un des pionniers dans le segment. Ils sont arrivés avec des produits comme ça avant qu'Audi le fasse. À peu près au même moment que Subaru, d'ailleurs, mais comme tu l'as dit, dans un créneau un peu plus élevé. Et ça marche. Et c'est fantastique comme formule. Mais en ce moment, ce qui connaît du succès, du moins chez nous au Canada, ce sont les véhicules électrifiés de Volvo, C40, XC40 et le XC60 Recharge qui se vend énormément aussi au Canada anglophone. Là. Bonne donc, dimension. Volvo qui est dans une bonne position en ce moment, qui est dans une pente ascendante et on sait qu'on va dévoiler, bien sûr, très prochainement, on va commercialiser prochainement le EX90 dont la facture va dépasser les 100 000 $, mes amis. Il n'y a rien là. Mais il n'y en a pas de problème, mon Jean-Charles. Mon cher Vincent, t'es allé t'amuser. Un peu. Pour Pâques. Dit-il avec un large sourire. C'est ça. J'ai encore un peu de sable dans les chaussures. Et t'as amené une casquette pour l'illustrer, d'ailleurs. Alors, pour ceux qui nous regardent, la casquette ici, c'est juste le tissu que le designer Keel James Patrick a utilisé pour recouvrir les 2 sièges du concept Vacationeer. Vacationeer, qui est basé sur un Grand Wagoneer. Désolé. Et écoutez, je suis tombé en amour avec ce tissu parce qu'il y a vraiment une fibre rétro. Vous ne verrez jamais cette couleur spearmint sur un Grand Wagoneer. C'est beaucoup trop éclatant, même au soleil. Par contre, sur les divans de salon de Vincent et de Julie, il y aura peut-être de belles surprises. Ne lui donne pas de mauvaises idées, s'il te plaît. Alors, évidemment, il faut expliquer c'est quoi cet événement-là. Le Easter Jeep Safari, ça existe depuis 1967. À l'époque, il y avait un sentier, quelques centaines d'amateurs. C'était organisé par la Chambre de commerce de Moab. Moab, qui est une municipalité qui compte 5-6 000 habitants là, en temps normal. Puis quand on parcourt Moab,
il y a des endroits de location de VTT, il y a des commerces qui louent seulement des Hummer, il y a des commerces qui louent seulement des FJ Cruiser. Il y en a pour tous les goûts là-bas. Mais le Easter Jeep Safari, c'est vraiment la mecque du Jeep. Là. Ouais. Puis de ma chambre d'hôtel, là, j'ai juste montré à mes enfants là, par un téléphone intelligent, là, c'est que des Jeeps en ville. Puis je pourrais même dire qu'il y a beaucoup de Jeeps à moteur V8 en ville. Ah ouais. Puis ce sont pas tous des Rubicon. La ville se transforme un peu comme Saint-Tite, là. Oui. Puis on m'a dit qu'à travers les 9 jours de l'événement, il y a 40 000 personnes qui circulent à travers la ville. Puis moi, je suis allé à Moab il y a peut-être 6-7 ans de ça. C'était une petite ville. Là, il y a des hôtels de luxe qui se sont construits, il y a des restaurants. Ça a vraiment grossi. Là, ils voient cette clientèle-là qui est en moyen, disons-le. Là. Ouais. Entretenir un Jeep à 150 000 ça prend un petit budget. Là. Bon. Voilà. Et Jeep, évidemment, profite de l'événement pour organiser son propre événement annuel sur place en faisant essayer une primeur, donc un véhicule qu'on vient de lancer sur le marché, mais aussi en apportant plusieurs véhicules prototypes, des concepts que les designers de la marque, avec lesquels les designers de la marque se sont complètement amusés, éclatés. C'est ce que vous avez conduit là-bas. Là. Il y avait les 4 concepts de cette année, mais Jeep, en plus, avait trimballé 4 autres concepts. OK. Et je peux même les nommer. Là, le Jeep Lower 40 de 2009 et le Jeep Sandstorm 2018. Ces deux-là inspiraient le Lowdown. Donc, le concept de cette année qui est basé sur une base de Rubicon 392, qui est la dernière année du V8 cette année. Donc, c'est un peu un hommage à ça. Puis le Lowdown, c'est un hommage au Lower 40 de 2009, il y a 15 ans de cela. OK. Puis le designer Vince Galante a travaillé sur le Lower 40. C'est le premier concept sur lequel il a travaillé. Cette année, c'est lui qui l'a dessiné. Note à moi-même, comprendre pourquoi les Jeeps coûtent de plus en plus cher à chaque année, parce qu'on fabrique des véhicules concept complètement éclatés qui ne seront jamais commercialisés. Oui, mais d'avoir la chance de pouvoir les conduire les 4 et même les anciens. Et dans des conditions particulières, là. Ah oui, non. Il y avait une pente, une ascension sur roche. Ouais. Très difficile, là. Je veux dire, il n'y a pas de Subaru Outback qui passait là. C'était impossible. Et là, on me donne un concept unique au monde. Oh. Et on me dit, vas-y, mon vieux. Et ça passe comme ça. Exactement. Oui. Bon. C'est très spécial. Très spécial. Celui qui a conquis ton cœur? Je suis tombé en amour avec le Dispatcher, le Willys Dispatcher. J'aime beaucoup les roues d'acier pleines. Ouais. Puis quand j'ai vu ces roues d'acier pleines de couleur crème avec des pneus étroits, là, Ouais. là mon cœur a fondu. La couleur du Jeep est un genre de vert. Il comparait ça. Element 115, c'est comme un hommage à l'air... des UFO. Là, OK. Ouais. OK. Area 51? Oui, c'est ça. Et puis... Alors, pour ceux qui nous regardent à la télé, une couleur semblable à ton chandail. Non, c'est un turquoise un peu. Là. Okay. C'est très flash. Okay. Avec le blanc crème, c'était superbe. Puis l'intérieur, cuir vieilli, puis un motif pied de poule. Écoutez, ouais. Puis en plus, c'est ça. C'était vraiment un lien entre le passé et l'avenir. Un look très vieillot, avec les lettres Willys sur le capot, mais en dessous, c'est un Wrangler 4xE, hybride rechargeable. Oui. OK. Donc, un peu... Bon, malheureusement, durant notre conduite, on n'a pas pu l'essayer en mode électrique, mais on a déjà essayé le Rubicon, là, 4xE. On me dit à l'oreille que c'est parce que la batterie s'était vidée en un temps record. Non, mais on m'a expliqué que le Jeep est en mode là, qu'il fallait absolument qu'il consomme l'essence, que ça faisait trop longtemps qu'il roulait en batterie. OK. Bon, évidemment, vous avez aussi pu conduire le Gladiator 2024 qui est légèrement retravaillé à la façon du Wrangler. Oui. Il y a un embargo de publication un petit peu ridicule, si tu veux mon avis, concernant ça, parce qu'on sait exactement de quoi il s'agit. Mais enfin, bref, on peut s'imaginer que tous les changements qui ont été faits sur le Wrangler sont apportés au Gladiator. Là. À peu près, sauf quelques ensembles là, disponibles, là, comme par exemple le Mojave qui n'existe pas chez le Wrangler. Et il n'y a plus de diesel. Non, il n'y a plus de diesel. Il ne reste que le V6 Pentaster 3.6 litres. C'est dommage qu'on ne l'offre pas en 4xE, ce véhicule-là. Ben, lors de la présentation là, virtuelle, plutôt cette année,
on a pu lire entre les lignes. Là. C'est clair. On nous a dit qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Je pense pas que ça va être le V8 parce que là, le V8, on l'enlève. Ouais, donc, c'est sûr. ça va être un 4xE où on va carrément passer l'électrique, mais l'électrique, je pense qu'on n'est pas rendu là encore chez Jeep. Ouais. Donc, ça va être un 4xE. Disons-le, là, on peut l'annoncer, même si c'est pas officiel encore. Je peux pas vraiment parler d'impression de conduite, mais c'est à peu près tout. On va s'attendre. Vous avez conduit un Gladiator l'année passée? C'est pas mal pareil. Pas mal pareil. avec une nouvelle calandre et une nouvelle planche de bord. C'est ça, exactement. Fait que Vincent, tu as eu bien du fun. Oh. Puis c'est une expérience à vivre. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, guideautoweb.com. Oui. N'est-ce pas? Et mon essai du Gladiator sera publié le 2 avril, lorsque l'embargo lèvera. Merci, monsieur. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du Guide de l'Auto. Bonne semaine à tous. Salut tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.